Arthur Fils. Révélé très tôt après avoir battu des records de précocité au niveau ATP, Arthur Fils a suscité beaucoup d'émotions, de la surprise à la joie en passant par la déception. En 2024, après un début de saison très terne, Arthur a redoré son blason grâce à des tournois très riches, notamment Hambourg et Tokyo. Une stat est d'ailleurs sortie à cette occasion. Arthur est le joueur qui totalise le plus de victoires en ATP 500 cette saison. Alexander Zverev a estimé à Paris Arthur capable de remporter un tournoi du Grand Chelem. Donc, je vais faire le bilan de sa saison, vous présenter les chiffres et vous donner mon avis. Vous en faites ce que vous voulez, c'est juste mon avis. Il est basé sur les résultats, sur le contenu. Je ne veux pas être extatique sur le moment parce que j'ai ressenti des émotions, c'est vrai, ces dernières semaines. Je cherche à regarder les faits, à me faire une idée globale et surtout à me projeter sur la possibilité de voir Arthur régulièrement dans le top 10. L'intégrer, mais s'y maintenir, potentiellement gagner des tournois du Grand Chelem, des Master 1000. En est-il capable à l'heure actuelle? En sera-t-il capable demain? On va essayer d'apporter des éléments de réponse. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir ma conclusion que je veux mesurer. Donc on va commencer par le bilan des résultats. Donc au global sur la saison, Arthur Fils c'est 33 victoires et 22 défaites, donc un taux de victoire d'exactement 60%. Donc pour vous donner une idée, 60% c'est légèrement mieux que Frances Tiafoe, qui possède un classement équivalent. Ah, par contre, c'est très largement inférieur à Alex de Minaur, pourtant blessé pendant plusieurs semaines, et qui serait un concurrent direct d'Arthur s'il prétendait progresser au classement. J'entends partout qu'Arthur a le potentiel pour gagner un Grand Chelem, donc il est normal de chercher à le comparer avec des joueurs de ce calibre. On parle quand même du Saint Graal, le Grand Chelem, qui échappe à des joueurs comme Zverev, à Roublev depuis longtemps. Ce n'est pas un compliment qui se dit à la légère. On parle d'une élite mondiale. On parle de 3-4 joueurs à l'heure actuelle qui, en activité, ont gagné un tournoi du Grand Chelem. Donc on va regarder une première stat. Pourcentage de victoires-défaites décliné par classement de l'adversaire au moment du match. Donc, top 10, top 20, top 20 à 50 et hors top 50. Donc, je ne compte que les matchs joués et terminés. Je ne compte pas les victoires sur abandon ou sur walkover. Donc, avant Hambourg, la première partie de saison, de janvier jusqu'à fin juillet, on est à 0 sur 4 contre les top 10, 1 sur 2 contre les top 20, 2 sur 6 contre les top 21 à 50, donc Arthur commence la saison à la 36e place mondiale, donc il est dans ce top 21 à 50 en début de saison, et 13 sur 21 contre des joueurs qui sont hors top 50, donc un peu plus de 50%. Entre Hambourg et Paris-Bercy inclus, on est à 2 sur 3 contre les top 10, 6 sur 8 contre les top 20, 3 sur 3 contre les top 21 à 50, et 6 sur 8 contre les joueurs hors top 50, donc de bien meilleures statistiques, ce qui nous donne un bilan global de 2 sur 7 contre les top 10, 7 sur 10 contre les top 20, 5 sur 9 contre les top 21 à 50, et 19 sur 29, soit 65% contre des joueurs qui sont hors top 50. Et pour ces joueurs qui sont hors top 50, de Minaur par exemple, il est à 22 sur 27, sachant qu'il est revenu de blessure à un moment, et que ce chiffre est à plus de 81%. Donc Arthur a connu une nette amélioration dans les face-à-face en deuxième partie de saison, mais qui est concentré principalement sur 2 tournois. Les chiffres globaux, si on les pondère sur l'ensemble des tournois, ne sont pas aussi satisfaisants. Il ne faut pas oublier la première partie de saison, jusqu'à fin juillet quand même, sous prétexte que la deuxième partie est mieux réussie. Parce que jusqu'à fin juillet, tout le monde était d'accord pour qualifier la saison 2024 d'Arthur au mieux comme décevante. La deuxième stat que j'aimerais regarder, qui est marquante pour moi, ce sont les défaites au premier tour. Donc on a 7 défaites au premier tour sur 25 tournois joués, dont 5 sur 7 contre des joueurs qui sont hors top 50. Il n'y en a que 3, par exemple, pour Alex de Minaur, toujours, dont une face à Nadal sur terre. Donc là aussi, pour être un membre régulier et influent du top 10 ou du top 15, il va falloir sérieusement réduire ce nombre de défaites au premier tour, et en particulier réduire le nombre de défaites contre des joueurs largement à sa portée. Même si les résultats sont aussi une affaire de circonstances, il faut prendre en compte les conditions, les adversaires. Il y a bien une raison dans son jeu qui explique une telle régularité. Des points de son tennis qui ne vont pas, et c'est ce que j'ai cherché à déterminer. Pour comprendre ce qu'il manque à Arthur, il faut d'abord comprendre ce qui marche. Un joueur du top 15 aujourd'hui ne ressemble pas du tout à un joueur du top 15 d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans.
Dans le top 15 de nos jours, on retrouve une majorité de joueurs qui sont très solides, qui pour la plupart servent bien, imposent une grosse cadence du fond du court, ils retournent bien. Il faut tenir la diagonale revers parce que vous serez confronté à Yannick Sinner, à Djoko, à Medvedev, à Zverev, à des minors, etc. Il faut savoir attaquer et défendre. Ça, c'est ce que dans l'industrie du jeu vidéo, on appelle le metagame. C'est l'environnement dans lequel vous évoluez et auquel il faut s'adapter pour performer. Si vous changez cet environnement, vous changez la recette pour faire partie des meilleurs. De manière générale, j'ai l'impression qu'Arthur, pour être bon en 2024, manque d'un socle de jeu stable avec des armes bien identifiées et le moins de failles possible. Il manque d'une ou plusieurs armes fiables qui restent performantes même dans les mauvais jours et sur lesquelles il va baser son jeu. Là, tous ses coups peuvent être tantôt excellents, tantôt passés à côté. Son jeu est, comme pour beaucoup d'attaquants, très dépendant de son service. Et le problème, c'est que ce disservice peut être très bon, mais il est trop irrégulier. Il peut faire trop de doubles fautes, trop peu de points gratuits dans les mauvais matchs. Arthur démarre trop souvent l'échange sur son service en ayant pris trop peu d'avantages sur son adversaire. Et donc, comme il veut absolument être agressif très vite du fond, il va faire beaucoup de fautes, pas forcément être bien placé. Ces fautes ne seront pas forcément compensées par suffisamment de points gagnants. Et va avoir du mal à l'emporter dans ces conditions. Son retour de service, en plus, c'est une vraie épine dans le pied. Énormément de ses échecs et de ses réussites passent par ce secteur du jeu et il lui est globalement pour le moment défavorable. Son retour, comme le reste de son jeu, est agressif, donc il va tenter de prendre de suite l'initiative dans l'échange dès le retour, pour pouvoir imposer son jeu. On s'attend évidemment à ce qu'un tel retour soit susceptible de faute, mais là, il subit trop le service gagnant, que ce soit en première ou en seconde. Derrière la seconde balle adverse, il fait énormément de fautes directes dès le retour, et notamment côté revers. Et ça, tout ça, c'est une constante dans son jeu. Même dans les bons jours, on retrouve ce problème-là. Et c'est un problème qui peut être amélioré. Par contre, ça va être la qualité de son retour, notamment sa longueur de balle au retour qui fluctue énormément entre victoire et défaite, et qui lui permet, malgré beaucoup de fautes directes au retour, parfois de l'emporter en étant très à l'aise dans ce secteur. Donc, dans les bons jours, il va retourner très long, il prive ses adversaires d'occasion d'attaquer et parvient à prendre l'initiative. En fait, il va beaucoup tenter. Parfois, ça passe pas du tout, ce sont des fautes directes. Parfois, ça passe et ce sont des retours de grande qualité. Dans les mauvais jours, justement, ça passera pas souvent. Il retourne soit court, soit faute. Quand il retourne court, il laisse totalement le champ libre à ses adversaires pour attaquer. Et là, on a un autre problème, c'est qu'Arthur a du mal quand il doit défendre. S'il est agressé parce qu'il n'a pas réussi à servir ou à retourner suffisamment bien, il est nettement moins à l'aise. Donc, ses adversaires vont faire le jeu, imposer leur filière. Fils n'arrivera pas à les pousser à la faute, à les contrer, à reprendre l'initiative. Ce n'est pas du tout l'essence de son jeu, il n'a pas les armes pour défendre et pour contrer. Arthur a besoin de commencer parfaitement l'échange pour performer. Ça passera par un bon service et ou un bon retour. Donc pour Arthur, le point se joue immédiatement dès l'engagement dans de nombreuses situations. Il y a donc un vrai levier tactique de travail à ce niveau-là, pour trouver un bon compromis. Ne pas laisser le cours des points, des matchs, des tournois au seul hasard et finalement à la seule forme du moment. Il lui faut trouver une stabilité à ce niveau-là. Donc ça ne sera pas chose aisée vu le niveau de service et de retour de ses concurrents au top 10, au top 15, mais ça passera nécessairement par là. Au niveau du contenu, j'ai parfois l'impression qu'Arthur entre sur le court sans savoir quelle arme performera ou pas. Parce qu'il manque d'une arme fiable, il manque d'une base solide dans son jeu qui le rassure et qui sera performante quelle que soit l'issue du match. Medvedev est solide en revers. Roublev tape sur tout ce qui bouge en coup droit et sera toujours très efficace en coup droit. Urkash sert 15 aces par match. Rude est toujours très régulier. Donc là, à cause d'engagement trop fluctuant, de retour trop fluctuant, le contenu de ces matchs est trop souvent laissé à sa forme mentale du moment. Et c'est ce qui explique qu'il ait réalisé des semaines extraordinaires où il a tout gagné, il aurait été capable de battre n'importe qui, à côté d'autres semaines très décevantes où il perd contre des joueurs qui sont largement moins bien classés que lui. Donc, je ne dis pas qu'Arthur est mauvais, qu'il ne gagnera jamais rien de majeur. Je dis que pour le moment, hormis 2-3 tournois isolés, on n'a rien de vraiment solide et fiable sur la durée qui nous permette de l'affirmer. Et le point positif, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'Arthur progresse. On a beaucoup de joueurs qui atteignent très tôt, 18, 19, 20 ans, un niveau très haut et qui ensuite stagnent pendant toute leur carrière
et qui ont à 25 ans, 26 ans, 27 ans les mêmes problèmes qu'à 20 ans. Arthur, cette année, ce qui m'a marqué, ce sont ses progrès sur le plan mental. Donc, il gagne à Wimbledon un match série en 5-7 sur 2 jours contre Safiullin. Sa performance contre Zverev à Hambourg, même si elle est isolée et ne doit pas être extrapolée, elle reste exceptionnelle. T'as quand même réussi à être excellent sur un match de 3h30 contre Zverev, chez lui à Hambourg, et en plus sur terre battue. La finale à Tokyo, même si elle est moins impressionnante, elle reste remarquable sur le plan mental. À Paris, t'aurais tout à fait pu faire le coup. Sur le contenu, je trouve qu'Arthur retourne un peu mieux que l'an dernier. Il s'est amélioré en revers, je le trouve plus solide dans la diagonale, il fait plus de points gagnants, moins de fautes, impose plus de difficultés à ses adversaires. Là où avant ses adversaires n'avaient plus qu'à attendre la faute, cette année Arthur impose beaucoup plus de rythme et réussit dans ce secteur-là. Il n'aura probablement jamais le revers de Zverev, mais la perspective de subir de moins en moins de ce côté-là est vraiment très intéressante. Ce qu'on demande à un joueur typé service coup droit, c'est d'être le moins pénalisé en revers possible. Côté coup droit, tant que le bras de fer service retour est désavantageux, Arthur gagnerait à mieux réguler son agressivité pour éviter de faire des fautes directes trop tôt dans l'échange. On préférera le voir tenter de faire la différence en construisant ses points, s'il n'a pas réussi à prendre l'avantage. Pareil, on sait que ce sera jamais un tacticien de terre battue, ce sera jamais Casper Ruud, ce sera jamais Rafael Nadal, mais il y a tout de même une marge de manœuvre à ce niveau-là. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus du tout sur le même circuit qu'à l'époque de Joe Wilfried Tsonga. Ces armes-là ne peuvent plus suffire aujourd'hui. Donc Arthur n'a que 20 ans. Il est peut-être précoce au regard de certaines stats. On les a citées. Elles ont été largement relayées sur les réseaux sociaux, dans les médias. Mais son tennis et ses résultats sont irréguliers parce que son jeu est encore en construction. Et ce que j'ai dit sur Arthur, on peut tout aussi bien le dire sur Auger-Aliassime. Un joueur à qui tout le monde prévoyait un futur radieux, plein de Master 1000, de Grand Chelem, peut-être numéro 1 mondial, et qui, faute de stabilité dans son jeu, parce qu'il n'a pas réussi à corriger certains problèmes qui pourtant étaient identifiables très tôt, elle n'a pas obtenu du tout les résultats qu'on lui prêtait. Hormis 2-3 ATP 500, des petits résultats sympas très isolés, Auger-Aliassime, c'est clairement une déception pour l'instant. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour rappeler cet état de fait, rappeler que le tennis récompense avant tout la régularité, la stabilité, et que sans tout ça, la puissance et l'agressivité ne sont rien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.